Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un 4e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Et le thème d'aujourd'hui, c'est mon expérience en tant que femme dans la photographie. Je vais vous donner un petit peu mon témoignage et vous raconter comment je m'en sors au quotidien dans ce monde de brutes. Bonjour, bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien déjà. Je voulais vous remercier pour vos retours quant au podcast précédent. Vous avez été adorables, j'ai eu plein de messages, surtout le deuxième où je vous racontais un petit peu mes tips pour créer sa boîte. Donc je suis contente que ça ait pu en aider certains et certaines. Aujourd'hui, ça va être un épisode très personnel. Je voulais vous donner mon témoignage en tant que femme dans la photo. Ça va pas être un épisode super politique avec plein de chiffres et tout. De toute façon, vous pouvez en trouver partout sur Internet. Et on le sait, les femmes sont discriminées dans le monde audiovisuel tout le temps, partout. Et voilà. C'est des choses qu'on sait déjà. Donc moi, je voulais vous donner un côté un petit peu plus personnel. Par exemple, en photo et en cinéma, on a plus de femmes dans les écoles. Et ensuite, sur le monde du travail, on a beaucoup plus d'hommes. Donc ça montre bien qu'il y a un endroit où ça marche pas. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et on va essayer de trouver comment on peut pallier à ça. Je tenais aussi à rappeler que moi, je suis une femme très privilégiée quand même. Enfin, je viens de la classe moyenne. J'ai jamais eu trop de problèmes d'argent. Et je travaille depuis que j'ai 16 ans. Mes parents m'aident. Enfin voilà. J'ai fait plein de petits boulots, donc je suis pas riche. Mais j'ai pas de problème de sous. Je peux pas dire que je suis pauvre du tout. Donc ça, c'est un énorme avantage, surtout dans le monde audiovisuel où on passe des années à être sous-payé ou pas payé. Quand tes parents ils peuvent t'aider, ça fait toujours un gros plus. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des freins financiers pour ces études-là. Et ça se voit, qu'il y a de la reproduction sociale à balle. Il y a aussi le fait que je suis une femme blanche, je suis pas handicapée. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que je suis une femme privilégiée, j'en ai conscience, et c'est important de rappeler à chaque fois ces privilèges pour toujours un petit peu doser nos propos, je pense, et dire, voilà, moi je suis une femme, donc je suis discriminée dans le monde du cinéma. Mais il faut pas oublier qu'il y a d'autres femmes pour qui c'est encore pire. Donc moi j'ai commencé la photographie au lycée, j'ai eu mon premier boîtier vers 14-15 ans. J'ai toujours vu mon père faire de la photo, alors en amateur et pour le plaisir, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui nous a inspiré avec ma sœur quand même, parce que du coup ma sœur est aussi photographe pro aujourd'hui. Elle travaille dans la région de Voiron, s'il y en a qui sont intéressés. Voilà, elle fait des mariages, elle fait des naissances, des baptêmes, et elle fait aussi beaucoup des photos dans les maternités pour les nouveau-nés. Donc voilà, si vous cherchez Lucie Mollier-Sabé sur internet, n'hésitez pas, c'est quelqu'un de confiance. Voilà, petite pub familiale. Mais du coup, voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous a quand même beaucoup inspirée avec ma sœur. Et du coup, au lycée, moi, j'ai commencé à prendre tous mes amis en photo. J'ai fait beaucoup de photos de paysages aussi parce que j'allais faire de la montagne avec mon père. Donc, on faisait beaucoup de photos d'animaux, de paysages et tout. C'était quelque chose qui a vraiment bercé mon adolescence et ma pratique de la photo à ce moment-là. Aussi et surtout, ma meilleure amie était aussi passionnée de photos. Et c'est avec elle que j'ai commencé à faire des photos beaucoup plus artistiques, portraits. Alors, un peu style studio, mais du coup dans nos chambres avec ce qu'on avait sous la main. Et c'était quotidien, quoi. Tous les jours, on se voyait, on faisait des balades photos. On allait aussi dans Paris, on avait un compte Instagram incroyable qui s'appelle _8 People You May Know _8, si jamais vous cherchez. Et du coup, on allait dans Paris et on prenait des photos d'inconnus et on leur demandait de nous raconter une histoire et tout. On se prenait énormément de vent, mais ça nous a beaucoup formés à faire des photos avec plein de gens différents. En tout cas, voilà, ça nous a vraiment appris à apprivoiser l'inconnu, à comprendre aussi comment approcher les gens. Nous, on était mineurs, donc on était très timides. Alors, ça nous a aussi beaucoup bougé de ce côté-là. Donc, c'est avec elle que j'ai commencé. Et du coup, voilà, je me sentais super bien, quoi. J'ai été la seule de mon lycée à faire de la photo. Donc, personne avec qui me comparer. Les gens, ils étaient plutôt très réceptifs et contents. Ils étaient là, waouh, tu fais de la photo, c'est stylé, vu que j'étais la seule. C'était un petit peu la hype. Moi, j'étais un peu fière et tout, alors qu'elles étaient très moches, mes photos à l'époque, hein. C'était le début. Je faisais aussi des photos pour l'asso politique dans laquelle j'étais à l'époque. Et je commençais la vidéo aussi. Bon, alors pareil, c'était vraiment nul. Mais en tout cas, voilà, je faisais des spots vidéo pour mon asso politique, je faisais des photos de tous mes potes. Et en plus, j'avais ma meilleure pote avec qui partageait ça. Du coup, je me sentais vraiment en confiance. Je me sentais bien dans ma pratique de la photo, quoi. C'était une époque vraiment d'effervescence. Je faisais de la photo tout le temps.
J'avais vraiment envie de m'améliorer en vidéo. J'avais acheté une caméra à 18 ans. J'ai travaillé 4 mois à Burger King pour m'acheter une caméra qui est claquée au sol, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, mais c'est normal, j'y connaissais rien à l'époque. Je l'ai utilisée une fois. Elle m'a coûté 2 000 €. Du coup, à ce moment-là, je me sentais hyper en confiance. Moi, j'étais vraiment bien dans ma pratique de la photo. Et voilà, comme je vous ai dit, c'était une époque d'effervescence. J'étais bien, quoi. J'étais inspirée, j'avais confiance en moi. Et je me rendais compte aussi de la force de l'entourage et de ce que les gens te renvoient. Parce que quand on te renvoie de l'amour, quand on te renvoie de la reconnaissance, ou alors qu'on te donne des critiques sur tes photos, en tout cas constructives quand elles sont mauvaises, et sinon positives, et qu'on te donne des bons retours, et qu'on te dit que c'est stylé ce que tu fais, etc. Et ça te donne un pouvoir et une force incroyable, quoi. Et moi, à ce moment-là, je me sentais vraiment empouvoirée, et je me sentais vraiment en position de force. J'avais l'impression que je pouvais aller super loin là-dedans. Je savais que j'avais besoin de quelque chose de manuel ou en tout cas de très pratique pour apprendre, et que la fac, ça m'irait pas du tout, même si j'adore l'ambiance très gaucho des facs, mais à part ça, rester 3 heures assise sur un banc, ça m'allait pas, quoi. Du coup, j'ai demandé tous les BTS audiovisuels de France en montage et en images, et j'ai rien eu. Voilà, j'ai même pas eu un entretien, et ça m'a brisé le cœur. Parce que moi, j'ai quand même toujours été très bonne élève, j'étais l'élève très sage, j'avais besoin que mes profs soient fiers de moi, que mes parents soient fiers de moi. Du coup, j'ai toujours pas mal taffé à l'école, ou en tout cas, même quand je taffais pas, j'avais des facilités, et du coup, je m'en sortais. Jamais j'aurais pensé ne pas pouvoir avoir ce que je voulais plus tard, quoi, dans mon orientation. Dépité, moi, ça m'a brisé le cœur, hein. Je m'attendais pas, parce que j'avais même pas de vœux de secours. J'étais en PLS. Et d'ailleurs, si vous voulez vous foutre de ma gueule, il y a un super article de l'Avant-Garde où je dis oh là là, j'ai pas les études que je voulais, je suis triste et tout. Enfin bref, voilà, c'était la déception, et je suis tombée de très très haut, et je me souviens que c'était la panique, quoi. Je te jure, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? J'ai demandé à mes parents de faire une année de césure pour faire mes projets vidéo et photos et voyager, etc. Comme la bonne bobo que je suis, et ils m'ont dit non. Ce que je peux comprendre, ils avaient peur, ils avaient envie que je fasse des études quand même. Donc mon père est venu avec moi en septembre à la fac à côté de chez moi pour demander une place en cinéma. Il y en avait plus. Du coup, ils m'ont foutu en théâtre. Donc voilà, je suis arrivée en L1 théâtre à Paris 8. J'ai demandé une réorientation en milieu d'année pour aller en ciné. J'ai redoublé alors que j'y étais pour rien, et ça m'a brisé le cœur encore plus. Surtout quand tu redoubles pour une année dans laquelle tu veux pas être non plus. Moi, je voulais faire un BTS. Un BTS, c'est 2 ans, c'est que de la pratique, c'est hyper professionnalisant. On m'a foutu en L1 théâtre. C'était pas ma façon d'apprendre la théorie, en fait. Moi, j'ai besoin de lire, j'aime bien regarder des films, j'aime bien aller voir des expos, aller au théâtre, aller au truc. Et ensuite, regarder des analyses aussi, mais la façon dont on nous présentait, la façon dont c'était fait, je passais 6 heures de ma journée sur le cul planté sur une chaise, et je suis hyperactive, donc je pétais un câble, et c'était pas ce que je voulais. Donc bref, c'était la tristesse absolue. Et au fur et à mesure des années, ma confiance en moi a baissé parce que ma motivation a baissé, et du coup, je me suis retrouvée à plus rien faire. Mais pourquoi je me suis retrouvée à plus rien faire aussi? Parce que le thème, c'est être une meuf dans la photo et dans le ciné. C'est que quand je suis arrivée à la fac, j'ai découvert la comparaison, j'ai découvert la confrontation femme-homme aussi. Je vais vous expliquer un peu plus. Ma confiance en moi a été sabotée totalement. Je pense déjà parce que du coup, j'étais plus la seule à savoir faire ce que je faisais, et il y en avait qui faisaient bien mieux que moi. Donc j'étais un peu genre, ah, en fait, je suis peut-être nulle finalement. Et en plus aussi parce que la fac, elle est pas du tout faite pour que les femmes, elles s'en pouvoir, en fait, dans leur métier audiovisuel, je trouve. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourtant, moi, j'étais à Paris 8. Donc, pour ceux qui savent pas, Paris 8, c'est quand même connu pour être la fac progressiste, la fac de la révolte, la fac de... Voilà, c'est vraiment une fac avec un fort ancrage politique. Et il y a beaucoup de choses qui sont restées de ça. Et c'est encore une fac qui se soulève beaucoup. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a sauvée à ce moment-là, c'est de me faire des potes de manif, des potes de blocus. Je vous fais des bisous si vous passez par là. Mais les cours, pas du tout. Les cours, c'est comme partout, et peut-être qu'à Paris 8, on a plus comme eu de cours de ciné international, donc on faisait plein de trucs hyper intéressants, on regardait des documentaires brésiliens, on regardait du cinéma algérien, on regardait des films indiens, africains, c'était vraiment très, très mélangé, mais ça restait quand même très centré France et Hollywood. Ça, c'était plutôt pour un peu les cinémas de niche, si t'avais envie de
t'y intéresser. Mais le gros bloc commun, c'était quand même cinéma français et cinéma hollywoodien et du cinéma d'hommes, quoi, et d'hommes blancs. Déjà, dans le programme, moi, dans mes souvenirs, on a vraiment étudié que des réalisateurs, pratiquement. C'était très, très masculin dans les films qu'on regardait. C'était beaucoup de classiques, donc pareil, niveau représentation, c'est pas fou. Et il n'y avait pas d'analyse en plus politique de ça. Et je pense que on peut pas faire d'art sans analyser politiquement un peu ce qu'on fait, quoi. Et il n'y avait aucune réflexion sur le male gaze, le female gaze, alors que c'est des choses qui sont super intéressantes artistiquement, justement, de se poser ce genre de questions, encore une fois. Donc voilà, il y avait rien. Et on passait notre journée à regarder des vieux films, du coup, hyper sexistes, parce que faits par des hommes et des grands classiques où les femmes... leur seul rôle, c'est qu'elles parlent des mecs, les mecs qui font toutes les actions trop stylées. Même si c'était des réals que j'adore aussi, hein. Enfin, on a regardé du Hitchcock, c'est génial Hitchcock. Cinématographiquement, je suis d'accord que c'est incroyable, mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait plus de diversité dans les représentations et qu'on nous présente plus de réals féminines, qu'on nous présente plus de techos, que voilà, être une meuf, c'est possible dans le cinéma et qu'on peut y arriver et tout. Enfin, il n'y avait aucune réflexion là-dessus. Et de toute façon, c'est ce que je reproche à la fac, c'est que c'est pas du tout professionnalisant, quoi. Que la seule façon dont tu peux faire du cinéma pour moi quand t'es à la fac, c'est que tu fasses tes projets à côté. Sauf que pour faire tes projets à côté, il faut que t'aies un entourage. Si t'en as pas et que t'as pas confiance en toi, tu vas pas réussir à le chercher, cet entourage-là. Et justement, on va y revenir, mais pour moi, les mecs partent avec une confiance en eux bien supérieure en termes de ciné que les meufs, par exemple. Et ça change tout parce que du coup, oui, on te dit fais tes projets à côté, etc. Mais si t'as pas confiance en toi, que t'es timide, que t'as l'impression en plus de n'avoir aucune légitimité dans ce que tu fais, et qu'à côté t'as des mecs qui se survendent, qui sont trop confiants et qui sont dans la conquête de terrain, d'entourage et de réseau, etc., bah toi tu te fais écraser et au final tu t'en fais pas de réseau. Et c'est pas pour rien que justement les mecs s'en sortent mieux, c'est justement que, on va y revenir encore une fois, mais pour moi il y a 2 points, il y a autant la société et les institutions, etc., qui font de la reproduction sociale et qui font que les femmes, nous, on aura moins de place parce qu'on est moins écoutés, parce qu'on est moins ci, parce qu'on est moins ça, mais il y a aussi nos propres carcans qui nous ont été imposés pareil par le patriarcat, mais qui viennent de nous à l'intérieur, qui font que on n'arrive pas à prendre notre place, etc. Mais ça, on y reviendra. Pour moi, il y a plein de choses qui font cette éducation-là, notamment justement dans les représentations. On sait que les rôles modèles, c'est hyper important. Et les rôles modèles féminins, ils n'existent pas au cinéma. Enfin, ou très très peu, très rarement. Que ce soit dans les rôles, encore une fois, les femmes, elles font que parler de mecs, elles font que parler d'amour. Ça, c'était le test de Bechdel, je crois. Et elles ont jamais d'action vraiment importante ou intéressante dans le film. Enfin bref, ça, vous savez, j'ai pas envie de revenir là-dessus pendant des heures. Les mecs sont beaucoup plus dans l'action, dans la prise de position. C'est eux qui vont un peu prendre la main sur l'histoire et qui vont influer dessus. Pareil, male gaze, female gaze, on a que des femmes incroyablement belles. Les mecs, on s'en fout un peu plus s'ils sont vieux, s'ils sont machin. Alors je pense qu'il y a quand même des carcans sur les hommes. On voit peu d'hommes très gros, on voit, voilà. Mais les femmes, c'est quand même particulier parce qu'on leur dit que le physique, c'est le plus important chez elles. Et ensuite, on leur montre qu'il y a un seul type de physique possible et que être une femme grosse, c'est pas bien. Être une femme vieille, c'est pas bien. Donc, les femmes au cinéma sont jamais représentées dans des vraies positions de force uniquement ou d'intelligence particulière ou très rarement. Et ça, c'est déjà un premier problème. Mais je pense que le deuxième plus gros problème sur toute production cinématographique, c'est que dans les productions cinématographiques, justement, il y a que des mecs. C'est un truc de fou. Si vous regardez les statistiques, là je les ai plus en tête, mais les statistiques de réals masculins qui gagnent des prix par rapport aux réalisatrices, enfin, c'est vraiment des chiffres mais incroyables. Et les femmes racisées, mais encore pire, quoi. Et en fait, si on n'a pas de réal féminine, on peut pas se projeter en tant que réal féminine. On peut pas se dire bah moi plus tard je voudrais être réalisatrice, parce qu'on sait pas que ça existe. Ou alors ça existe que très peu et on va dire bah c'est impossible, tu sais, c'est un manque de mecs, c'est un manque de requins. Et tout ça c'est inconscient, hein, on se le dit pas. Moi je me dis je serai réal, j'ai envie de faire ça dans ma vie et tout. Mais inconsciemment mon cerveau il me dit il y a quand même peu de chance. Donc tu vois, c'est pas pareil que si on te dit c'est vraiment possible, là tu vas te donner à fond et tout. Quand il y a moins de chance, tu te dis bah peut-être que en fait tu te remets beaucoup plus en question, t'es beaucoup plus en introspection et du coup beaucoup moins finalement dans la recherche et le travail pour y arriver. Enfin t'es beaucoup plus dans des barrières qui te contraignent à l'intérieur, quoi. Donc voilà, les rôles modèles c'est vraiment super important. Et justement ouais, il y a très peu de réalisatrices. Dans les équipes techniques c'est très masculin aussi, hein. Moi, je vous raconterai, mais tous les lieux, tous les endroits où je vais,
c'est que des hommes, encore aujourd'hui, hein. Et on s'en rend pas compte parce qu'on est tellement habitué à avoir des non-mixités masculines que quand on fait des non-mixités féminines, genre la jeune fille en feu, je crois que c'est pratiquement que des meufs dans l'équipe technique, là c'est «Oh, mais elles font de la non-mixité, mais pourquoi? Mais c'est horrible, on enlève les mecs des plateaux, c'est pas normal». Alors que la non-mixité masculine, elle est là au quotidien. Et la non-mixité féminine, c'est justement pour montrer que c'est fou, en fait. Vous vous rendez compte qu'on soit obligé de faire ça pour y arriver? Moi, je rêve et je pense qu'on va y arriver et je pense qu'on est en très bonne voie quand même. Enfin, il y a beaucoup de choses qui avancent, même si, nuance, parce que les grosses boîtes et les grosses institutions de cinéma, elles prennent vraiment du temps à changer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de mauvaises choses qui se passent. J'ai foi en le fait que ça va changer. De toute façon, il faut avoir foi pour que ça change. Mais ça va prendre du temps, quoi. Et il faut qu'on prenne notre place, justement. Je pense que j'ai perdu confiance en moi au fur et à mesure, déjà parce que, voilà, j'étais plus toute seule, j'ai pas eu les études que je voulais. Quand c'est pas ta façon d'apprendre aussi, mais moi, je me sentais, mais triste, je vous jure. Mais ça, j'y reviendrai peut-être dans un autre épisode, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à la façon d'apprendre et comment toi t'assimiles les choses. Moi je savais qu'un BTS c'était fait pour moi et que la fac c'était pas fait pour moi. En fait dès le début j'aurais dû faire front à mes parents et leur dire je ne mettrai pas les pieds à la fac, ça ne sert à rien. Et moi je pense aujourd'hui que vraiment mes études à la fac, mes 3 ans d'études n'ont servi à rien, à part, je suis très reconnaissante parce que j'ai rencontré des gens incroyables que je vois encore aujourd'hui et que j'adore. Mais à part ça, à part peut-être la troupe de théâtre que j'ai adoré aussi, le reste, vraiment, je suis sûre que ça m'a servi à rien. Donc voilà, faites-vous confiance. On fait ce qu'on peut et tout, mais faites-vous confiance, c'est le principal. Donc voilà, les autres problèmes à la fac, il y avait du coup les représentations, mais il y avait aussi le comportement des mecs, quoi. Genre, déjà, on avait des représentations sexistes dans des films. Mais par exemple, on a un film pour une fois avec une femme qui lève le bras et il y a plein de poils sous ses bras. Et là, tous les mecs, oh non, mais quoi, mais c'est dégueulasse. Et j'étais en mais vous avez 20 ans, on est en 2018, ouais 18, ouais ça. Comment vous pouvez encore dire ça à votre âge, quoi? Enfin, vous êtes des grands garçons, ça va pas. Et même les meufs, du coup, elles intégraient ça et voilà. Donc le comportement des mecs, ça a beaucoup joué aussi, hein. À la fac, il y a énormément de mansplaining. Moi, 1000 fois, on m'a mansplainé pour des trucs, mais par exemple, ma super caméra dont je vous parlais un peu plus tôt, c'est une blague, bien sûr, elle est nulle cette caméra, mais c'est pas grave. Je prends ma caméra, je prends mon courage à deux mains pour aller filmer un truc pour, bref, la lutte à la fac. Et on avait proposé de faire une sorte de documentaire du blocus qu'on n'a jamais fait. Peut-être aussi parce que moi, le premier jour où j'arrive pour aller filmer ça, je vais dans le hall et je prends mon courage à deux mains parce que c'est très difficile quand t'es une meuf et que t'as pas l'habitude de prendre de la place dans l'espace extérieur, de sortir ta caméra et d'assumer. T'as peur qu'on vienne te parler, t'as peur qu'on vienne te dire que c'est nul ce que tu fais, t'as l'impression que tout le monde va te regarder et tout. Parce que on voit pas beaucoup de femmes dehors avec des caméras, justement, alors qu'un mec, il sait qu'il y a plein de mecs dehors qui font des trucs. C'est vraiment la prise de position dans l'espace public, quoi. C'est comme les mecs qui font du sport dehors. Regardez les gens qui font du sport dehors. Est-ce que des fois vous voyez des meufs? Bah, c'est beaucoup plus rare, hein. Et de plus en plus il y en a, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. C'est la même chose quand tu veux faire une activité. Moi, quand je sortais mon appareil photo, ma caméra, je me sentais aussi mal que si je devais aller faire du pilates dehors toute seule, mais c'était impossible pour moi, quoi. Donc je sors ma caméra, je prends mon courage à deux mains, et là, mais au bout de 1 minute, un mec de ciné qui vient, et devant tout le monde qui me dit « Ah, mais ta caméra, elle est trop nulle, pourquoi t'as acheté ça? T'aurais pas dû acheter ça, t'aurais dû acheter la nanana nanana, tu vois ?» Et vraiment, ça m'a détruit le moral, ça m'a sapé le moral, j'ai remis ma caméra dans mon sac et je suis partie. Enfin, non, j'ai filmé quand même un peu et tout, mais j'ai jamais réussi à ressortir la caméra devant tout le monde parce que du coup, j'avais peur qu'on me réhumilie. Enfin, j'étais en mode, mec, si tu veux me donner des conseils, déjà, je peux te les demander moi-même. Et en plus, si tu vois que j'ai déjà acheté la caméra, ça sert à rien de me dire ça pendant que je filme. À part pour me saper le moral, ça sert à quoi? Ça me fait du bien d'en parler. Voilà. Mais du coup, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, et vraiment tant d'autres. Moi, les mecs à la fac, ils avaient trop confiance en eux. Ils étaient tous là, ouais, j'ai filmé ça ce week-end, c'est incroyable. Regarde, je fais des films de ouf. Moi, j'ai eu tel client. Moi, j'ai déjà filmé pour telle personne. Moi, je fais du court-métrage, je fais aussi de la photo de mariage, je fais aussi du machin, du truc. Enfin, alors qu'on avait 19 ans, et je pense que beaucoup de choses étaient fausses. Mais du coup, voilà, quand toi, t'as plus confiance en ce que tu fais,
t'oses plus montrer ton travail aux autres. Et surtout, tu écoutes les autres, tu parles plus de toi. Donc, les meufs, elles finissent par de moins en moins se vendre. Parce que je parle de moi, mais c'était le cas de beaucoup de mes amis. Les meufs, elles partent aussi au fur et à mesure. Hein. Moi, je voyais qu'il y avait de plus en plus de gars qui restaient, beaucoup moins de meufs. Et du coup, voilà, c'était les mecs qui nous disaient chaque pause clope, mais regarde ce que je fais, regarde machin. Sauf que moi, je les voyais pas leurs films, donc je savais pas vraiment si c'était ouf ou pas. Et le pire, c'est que quand ils me montraient, au final, j'étais en mode « Ah, c'est tout ?» Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment vérifié sur le temps, c'est que arrêtez de faire attention à ce que les gens disent, regardez ce que les gens font. Moi, j'ai eu des gros problèmes de comparaison et de confiance en moi parce que les gens autour de moi avaient beaucoup confiance en eux et moi pas. Et du coup, je me sentais écrasée parce que je disais « Mais eux, ils ont l'air de faire des trucs de malades. Moi, à côté, je suis une grosse merde, je suis pas légitime, je suis nanana. » Sauf que les 3/4 du temps, après, je regardais ce qu'ils faisaient. Et notre travail était équivalent. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte que la vision que t'as de ton travail, c'est le plus important. Et que oui, il faut connaître les défauts de ton travail pour avancer, mais il faut aussi connaître ses qualités. Parce que sinon, les gens vont pas aimer ce que tu fais si tu le vends super mal. Les mecs qui se survendent, nous qui nous sous-vendons, ça fait que ta confiance en toi, encore une fois, au fur et à mesure, elle s'écorche. Moi, il y a aussi des mecs qui ont volé mon travail plusieurs fois. C'est des trucs à la pause clope, on a un exercice pour une semaine après où on doit filmer un truc et moi je dis « Ah, ce serait marrant de faire ça et tout, machin. » Et la semaine d'après, ils ont fait mot pour mot ce que j'ai dit, quoi. Et je crois que le pire, c'est qu'ils s'en sont même pas rendus compte. Tellement ils me considéraient pas, ils se sont pas rendus compte que ça venait pas de leur esprit mais du mien. Et ça, je l'ai vérifié plusieurs fois. Genre, une fois, je vais à la pause clope, encore une fois. Je fumais beaucoup à l'époque. J'ai arrêté de fumer. Félicitez-moi, s'il vous plaît. Mais je vais à la pause clope et il y a un mec qui me raconte ses exploits, encore une fois, et tout. Et il me dit « Et toi, tu fais quoi T'as fait quoi ce week-end ?» Et moi, je lui ai dit « J'ai enterré mon grand-père. » Et il me dit « D'ailleurs, j'ai donné des cours de théâtre là, et c'était super, je vais t'expliquer pourquoi c'était super. En fait, j'ai réussi à faire ça. Et je me suis rendu compte qu'il a même pas écouté le fait que je lui ai dit « Mon grand-père est mort. » Et en fait, c'est encore une fois un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, t'es pas écouté pareil. Les gens ne t'écoutent pas quand tu es une petite femme. Racontez un peu cette atmosphère-là, je vous dis plein de petites choses, mais c'est vraiment pour vous donner cette atmosphère de... En fait, on te montre que des représentations masculines. La plupart des mecs se survendent et jouent le rôle des plus forts et des machins. La plupart des meufs, elles ont pas confiance en elles, elles sont en retrait. Et on te fait aucun disclaimer de le monde du ciné c'est patriarcal, mais les meufs, courage, vous allez y arriver, y a rien. On te discrédite, on te vole ton travail. Dès qu'on parle un peu de sexisme en cours, alors laisse tomber, c'est terminé et tutti quanti. Mais en fait, il y avait aucun disclaimer et c'est ça qui me rendait folle sur le monde du ciné, c'est violent pour les femmes. Vous êtes légitime, là, de vous sentir pas bien, en fait. C'est normal. Et en fait, vous êtes légitime d'être là. C'est pas parce qu'on voit pas de meufs au ciné, c'est pas parce qu'on voit pas de meufs dans les équipes que plus tard, vous pourrez pas y arriver. Vous pouvez y arriver. Confiance. Enfin, gardez confiance. Prenez votre place. Vous êtes super. Voilà. Et ça, il y avait aucun disclaimer là-dessus. Et tout le monde était dans la machine. Et moi, je suis très sensible. Quand je vois des machines, je peux pas les accepter. Et j'acceptais pas ça. Et j'étais pas heureuse dedans. J'étais profondément malheureuse. Et j'ai perdu toute confiance en moi à la fac. Voilà, la fac, ça a été le pire truc pour ma carrière, je pense. Vraiment. Et c'était tous les jours, hein. Encore une fois, c'était pas des petites... là, je vous donne des petites anecdotes, mais c'était tous les jours des anecdotes comme ça. Une fois... Bon, là, c'était pas la faute de la fac, mais je prends un Uber pour rentrer d'un tournage et je parle avec le mec du Uber. Le mec du Uber, il me dit « Enfin, tu fais quoi dans la vie, machin ?» Je fais « Bah moi, je suis en études de ciné et tout. » Et là, il me dit « Ah, je t'arrête tout de suite. » Là, je vous dis mot pour mot ce qu'il m'a dit. C'est pour vous montrer à quel point c'est violent d'être une femme. Je lui dis « Oui, moi, je vais faire du cinéma plus tard. J'aimerais bien être techos ou alors réal. J'aimerais bien faire du documentaire, en fait, surtout. C'est ma passion numéro 1. Et je fais aussi de la photo, donc j'aimerais bien allier les deux. Faire de la photo mon métier et petit à petit créer des documentaires. » Et il me dit « Je t'arrête tout de suite. T'es sérieuse? T'es une femme, tu crois vraiment que tu vas t'en sortir dans le monde du cinéma? Toutes les femmes qui s'en sortent dans le monde du cinéma, c'est parce qu'elles sont passées sous la table. Moi, je suis taxi, je suis Uber, je sais ce que je dis. J'ai trimballé plein de femmes et je peux te dire qu'il n'y en a pas une seule qui a pas ken pour s'en sortir. Les femmes qui réussissent, en fait, c'est pas pour leur propriété intellectuelle, c'est pour leur cul. C'est juste parce qu'elles sont bonnes ou alors qu'elles ont ken. Moi d'ailleurs, mon ex au lycée,
et bah elle m'a quitté pour un réal et aujourd'hui c'est une grande réal et sans le fait qu'elle ait couché avec ce réal là, et bah elle serait jamais devenue réal. Donc tu vois bien que en fait c'est trop. Et il commence à s'énerver et il monte le ton, il roule vite et il me gueule dessus. Donc voilà, quand t'es enfermé avec un homme dans une voiture, tu fermes ta gueule, surtout quand il s'énerve. Et je suis rentrée chez moi éberluée et j'étais genre c'est pas possible qu'on se fasse parler comme ça. Et encore une fois, dites-vous que c'est quotidien. En plus des mecs qui vont te parler dans la rue, en plus des mecs qui machin, mais moi j'étais en mode mais le patriarcat 100%. Vraiment. Je vivais patriarcat, et encore aujourd'hui, hein. Mais je sais beaucoup plus m'affirmer et j'ai beaucoup plus appris à répondre en fait. Et ça marche de répondre. En tout cas voilà, j'ai décidé d'arrêter la fac au milieu pour toutes ces raisons-là. Ça m'allait pas, j'apprenais rien, c'était des connards, ça m'a sapé ma confiance en moi. J'ai arrêté au milieu et j'ai décidé de me lancer en photo alors que j'y connaissais rien, que j'avais jamais fait d'entreprise et tout. Mais je savais qu'avant j'avais besoin de reprendre confiance en moi et c'est pour ça que je voudrais faire un petit hommage à Metech Prod. Metech Prod c'est une asso, on va dire d'événementiel musical à la base quand même, culturel, enfin qui sera plus tard plus large niveau art représenté, mais pour l'instant c'est plutôt musical. Et du coup pendant le Covid ils ont fait une branche un peu plus audiovisuelle et tout, et du coup s'en est suivi 2 ans à Medtech où j'ai beaucoup cadré, donc j'ai appris à utiliser un stabilisateur, j'ai cadré du coup des workshops concerts, donc c'était des concerts mais juste pour nous qu'on filmait et qu'on mettait sur YouTube. J'ai appris à faire des interviews. J'étais effrayée la première et ensuite ça va tout seul en fait, avec le temps tu prends de l'expérience et du coup j'ai dû faire une centaine d'interviews pratiquement en vrai. J'ai appris à monter aussi beaucoup plus, donc j'ai monté beaucoup les interviews, j'ai sous-titré et aussi on aidait à gérer les projets, donc on aidait à monter les soirées, même si c'était plus eux là qui s'occupaient de ça, mais voilà, on était là. On voyait des nouvelles personnes toutes les semaines. Ça, c'est hyper différent aussi. T'apprends à connaître des nouveaux artistes, à parler avec des nouvelles équipes. C'était encore une fois très masculin. En vrai, mettait qu'il y a beaucoup de mecs, mais il y avait quand même des meufs. Et ils mettaient aussi en place, par exemple, des meufs tech. Et ils en mettent toujours hein, en place des meufs tech, par exemple. C'est ça que j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est des scènes de rap que ouvertes aux meufs. Donc, il y a quand même un effort fait là-dessus. Et surtout, en fait, ils m'ont mis en confiance. Et ça a tout changé. En fait, ils m'ont fait confiance. Je suis arrivée, ils m'ont dit, écoute, tu vas faire les interviews et tu vas t'en sortir et ce sera très bien. Et je pense que c'était la chose dont j'avais besoin à ce moment-là, c'est que on me fasse confiance et qu'on me laisse faire des projets et qu'on me laisse monter des trucs. Et en vrai, ça m'a vraiment changé la vie niveau légitimité justement. Je me suis réapproprié un peu ce que je faisais et c'est pour ça que j'allais beaucoup à Metech à ce moment-là et que je me mettais à fond aussi, c'est que ça me faisait beaucoup de bien et si je peux leur dire merci pour ça, vraiment c'est le cas quoi, merci pour ça. On a aussi fait un clip avec Ambre, ma copine d'amour. Et du coup, voilà, tout ça, c'est en fait monter des projets, créer des choses. Et aussi être visible, encore une fois, prise de terrain en mode moi j'ai peur de prendre de l'espace dans l'espace public et tout. Là, on était dans une pièce où en fait personne bougeait derrière. Il y en avait un qui prenait le son. On avait un trépied avec un appareil derrière, mais du coup, t'avais 5-6 personnes derrière. T'avais le chanteur, la chanteuse, etc., le groupe. Et il y avait que moi au milieu avec le stab. Et c'est cool, mais du coup, ça te fait prendre de la place. Et ça m'a beaucoup aidé pour reprendre confiance. Qu'on me fasse confiance, justement. Et qu'on me dise, bah là, t'es légitime, c'est toi la personne à qui on va donner cette tâche, quoi. Donc après, c'était encore une asso, on était quand même assez amateurs, hein, on va pas se mentir, niveau organe, niveau qualité aussi de prise de vue et de son et tout, c'était très amateur, on apprenait en fait. Mais c'était ça qui était passionnant. C'est surtout humainement, et c'est là que je me suis rendu compte justement, encore une fois, de la force du mental et de la force de bien se sentir. En fait, quand tu te sens bien, même quand tu sais rien faire, c'est pas grave en fait de savoir rien faire. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance et de savoir tes capacités et tout. Si t'es bien entouré et que t'as confiance en toi, mais tu peux tout faire dans la vie. Par contre, si t'as des capacités, enfin genre si tu sais faire plein de trucs, mais que t'as aucune confiance en toi et que t'as aucun entourage et que ça va pas, bah tu pourras beaucoup moins, ce sera beaucoup plus dur quoi. En fait, c'est pour ça que moi j'ai remis beaucoup en question le système scolaire comme on le voit aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a plein de façons d'apprendre. Moi, c'était apprendre en faisant, et c'est ce que j'ai retrouvé à Medtech, et c'est ce que j'ai retrouvé ensuite dans mon travail personnel que j'ai fait ensuite, c'est que
quand t'as envie, quand c'est quelque chose qui te passionne et que c'est la bonne façon d'apprendre, tu peux tout faire et c'est trop bien, genre. Mais du coup, il faut qu'on te laisse cet espace-là, il faut qu'on te laisse la possibilité, et aussi financièrement, il faut que tu puisses le faire, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout accessible à tout le monde et que je me rends bien compte que je suis privilégiée, que je suis dans une famille dans laquelle ça se passe très bien. Ça s'est très mal passé quand j'ai arrêté la fac, mes parents étaient vraiment pas contents, mais je les comprends. Mais au fur et à mesure, ils m'ont fait confiance et aujourd'hui, enfin, c'est mes meilleurs supporters et je les aime. Oh, ça m'a émue. J'ai beaucoup appris pendant le confinement, du coup. Ça a été la période où je me suis retrouvée toute seule et où j'ai pu réappréhender mon propre regard et plus celui des autres, qui avait été caché par quand même 3 longues années de fac horribles niveau ça. Donc là, je pouvais me réapproprier mon art. Je me retrouvais à être seule, un peu comme au lycée, dans ma pratique. Et du coup, je me suis beaucoup prise en photo, en fait. J'ai fait plein d'autoportraits. J'avais fait aussi, pendant le 2e confinement, un défi où je me faisais un autoportrait par jour. Ça m'avait beaucoup remis en forme là-dessus. Puis à la sortie du confinement, et du coup, dans la même période où je commençais mes techs et tout, j'ai commencé à prendre en photo des potes, etc. Et c'est là où voilà, j'ai repris confiance et où j'ai repris l'envie et l'inspiration, quoi. J'ai fait plein de photos à cette période-là. C'est toutes les photos que vous voyez avec un fond monochrome, avec un maquillage de la même couleur. Voilà, ça c'est cette période, j'allais trop bien à ce moment-là. J'étais trop heureuse, quoi, de un peu retrouver en fait ma passion initiale et mon truc à moi. Et du coup, ensuite, il fallait se professionnaliser, en fait. Et c'est après cette période-là, il y a eu 1 an un peu où j'ai réappris la photo. J'ai appris plein de trucs. J'ai testé plein de trucs. J'étais à mes techs, ça me prenait quand même beaucoup de temps, mes techs. Et je travaillais à côté. Mais voilà, il y a eu 1 an de reprise de confiance, de tout ça. Et c'est là où j'ai décidé du coup de créer mon auto-entreprise et de vivre de la photo. Et du coup, quand je suis arrivée à Lyon, c'est là où j'ai vraiment, je me suis mise à 100% dans ma boîte. Et c'est là où j'ai fait que ma boîte à partir de janvier 2022. Je me suis lancée à 100% dedans. Et deuxième mental breakdown, peut-être même pire que le mental breakdown de la fac, c'est que je me suis rendu compte que j'allais jamais y arriver. Que j'étais trop en manque de confiance, que j'avais aucun client qui venait vers moi et je comprenais pas pourquoi. Enfin bref, les débuts d'une auto-entreprise, c'est super compliqué, mais ça, je vous l'ai raconté dans le 2e podcast. En fait, j'ai dû me reconfronter au regard sexiste, mais dans le monde du travail cette fois. À chaque fois que j'arrive sur un plateau, que je sois maquillée ou non, la première phrase qu'on me dit, c'est « Ah, ça y est, t'es la maquilleuse, t'es arrivée ». Parce qu'une femme, ça peut être que la maquilleuse. Alors, je respecte totalement les make-up artistes et c'est pas du tout péjoratif d'être make-up artiste. Au contraire, moi, je trouve ça très stylé et je suis admirative parce que c'est vraiment très compliqué. Mais c'est quand même fou que parce que t'es une meuf, on te considère direct comme la maquilleuse. Ça peut pas être autre chose. La photo de concert, c'est un monde, mais masculin à balle. Genre vraiment, les lieux où j'ai vu le plus de meufs sur des photos de concert, c'était pendant des festivals, genre le Réel Festival à Villeurbanne. Il y avait genre 3-4 meufs, j'en sais rien, peut-être que j'abuse, mais on était vraiment 3-4 meufs sur une 20 ou 30aine de photographes. J'étais en mode, ouais, il y a plein de meufs, tu vois. Pareil, les plus gros pourcentages devant les crash barrières de meufs, c'est genre même pas un quart de meufs, c'est genre 10%. Mais pourtant, Lyon, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de meufs photographes et tout, et en concert, je les vois pas, quoi. Et peut-être aussi au petit salon, je sais qu'il y a 1 ou 2 photographes meufs aussi, mais c'est tout, quoi. Et à chaque fois que je vais devant un concert, c'est que des gars. Donc ça m'a beaucoup appris, parce que là, j'avais quand même fait beaucoup de travail sur moi-même, sur ma prise de position dans l'espace, sur ma prise de confiance en moi et tout. Donc ça allait mieux. Mais arriver quand même dans un festoche où tu vas passer 3 jours avec 20 photographes mecs et que t'es la seule meuf, ça m'est déjà arrivé. Je peux vous dire que c'est pas facile, hein. Même si les mecs sont adorables. Les vieux photographes métalleux, c'est pas les plus conscients du sexisme non plus, quoi. Et du coup, on va te parler de ah, la dernière fois, j'ai shooté une meuf, elle était trop bonne. Ou alors, ça va te parler de je sais pas, il y a plein de groupes qui passent, et le seul groupe où il y a une meuf, parce que pareil, il y a pas beaucoup de meufs dans les groupes, le seul groupe où il y a une meuf, c'est bah, comme elle est trop bonne, la meuf du groupe. Et moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me propose plein de fois des verres, qu'on me propose de me raccompagner, alors que je dis que j'ai une voiture. Tu vas pas me raccompagner et laisser ma voiture ici. J'ai une voiture, c'est gentil, mais j'ai une voiture. Et on me propose de me payer des verres, de me raccompagner, etc. Mais juste un truc, un duo, hein, pas avec tout le monde, où genre on paye une tournée, ok, tu vois. Mais là, juste on me paye un verre ou on me machin, et je suis en mode non merci. Et une fois aussi, ça m'est arrivé, donc ça c'est un truc dont je voulais vous parler aussi, c'est
Moi, il y a quand même une fois où il y a eu un photographe en tout cas retraité, entre 60 et 70 ans, alors que j'en avais 23, qui a passé le festival à me dire que j'étais trop belle, qu'il voulait pas dormir tout seul dans sa voiture ce soir parce qu'il aurait trop froid et qu'il fallait que je lui tienne chaud, ou alors qu'il puisse dormir chez moi pour lui tenir chaud. Mais tu sais, tu peux pas rentrer, il faut que tu me tiennes chaud. Tu peux pas rentrer, moi je peux pas dormir tout seul dans ma voiture, tu sais, c'est trop... c'est horrible, machin. Enfin, alors que cet homme-là avait une maison, hein. J'avais 23 ans, il en avait 68. Et même s'il avait mon âge d'ailleurs. Donc voilà. Et j'ai pas osé le dire, moi, à la prod à ce moment-là. Parce que autre chose, c'est comme dans le monde du ciné et de la télé, et on en parle pas mal en ce moment aussi d'ailleurs, chaque fois qu'une femme dénonce des faits d'harcèlement, d'agression ou de violence sexuelle ou sexiste, c'est elle qu'on va mettre de côté sur les tournages, c'est elle qu'on va shamer ensuite sur les réseaux sociaux, c'est elle qu'on va pas rappeler. Moi j'avais peur, moi j'avais pas de travail à ce moment-là, hein. J'étais en mode si un jour je veux qu'une prod me prenne, j'ai pas intérêt à ouvrir ma gueule. Donc déjà les femmes, elles ont moins de taf dans le ciné, donc elles sont plus précarisées, et en plus ça veut dire que quand elles doivent dénoncer des faits, elles sont pas en position de force pour le faire. Et là si je l'ai pas dit à la prod, c'est que en fait juste j'ai peur qu'on me rappelle pas. C'est fou d'en venir là quoi, c'est dingue. Et aujourd'hui de plus en plus, je reparle un peu de militantisme sur mes réseaux sociaux, même beaucoup. Il y a toute une période où j'ai arrêté parce que j'avais peur de pas trouver de clients. Aujourd'hui, pareil, j'essaye de dire beaucoup plus les choses qui vont, les choses qui vont pas et tout, mais encore aujourd'hui, je pense que ça m'arrive, je sais pas si j'ouvrirai ma gueule, quoi. Et ça me rend triste, et pourtant, je devrais le faire parce que ça protégerait les meufs d'après et tout, mais t'as ce truc un peu d'instinct de survie, quoi, de dire, en fait, là, je viens à peine d'avoir une entreprise qui marche, à peine, parce que à peine encore aujourd'hui, hein. Je commence tout juste à gagner assez ma vie depuis quelques mois pour vivre de ça. J'ai pas envie que ça s'arrête. Et si je parle, peut-être que ça va s'arrêter, quoi. Même si les prods sont adorables et ça se trouve, ce serait pas le cas. En tout cas, c'est tellement le monde audiovisuel, il est fait comme ça, que tu t'auto-censures, alors que ça se trouve, ça se passerait bien. Mais voilà, je suis pas traumatisée, tout va bien. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus appris à prendre ma place et à dire non et à renvoyer les gens chez eux. Mais c'est pas normal. Pareil, on me mansplain sur tous les concerts en mode mais pourquoi t'as pris cette optique, parce que machin en fait t'aurais dû faire ça et t'aurais du truc, sans que j'ai posé de questions, parce que moi j'adore, hein. Il y a un photographe d'ailleurs que j'adore qui s'appelle, mais ça se trouve il se souviendra même pas de moi, mais c'est pas grave, qui s'appelle Kimo Live Shoot, un truc comme ça. Moi j'admire ses photos, c'est un mec voilà, assez connu dans Lyon pour sa photo, il travaille beaucoup pour la Altony Garnier par exemple. Et lui, je lui ai posé des questions et il m'a répondu avec plaisir et j'ai pris plaisir à écouter ses conseils et tout, et il était adorable, vraiment. Et voilà, quand on me pose des questions, moi je suis chaud qu'on me donne des conseils, mais là par exemple, il y a plein d'autres photographes, c'était l'inverse, où genre juste j'arrive et on me dit « Ah mais ton optique c'est de la merde, ah mais pourquoi t'as pris ça, mais t'as même pas de pare-soleil, tu vas avoir plein de flair et machin et trucs », et je suis mais les gars, je vous ai pas posé de questions, vous verrez à la fin. Et au final, bien souvent, encore une fois, je vous ai dit, pour rebaisser la pression, allez voir les photos des autres après, vous verrez qu'ils font pas mieux que vous. Et c'est juste un truc de prendre position, prendre espace. Et moi j'étais trop fière, je vais pas vous mentir. Voilà, je vais te dire les choses comme elles sont. Je rentrais chez moi, je regardais leurs photos et je trouvais que les miennes étaient bien meilleures que les leurs. Et j'étais en mode voilà, t'arrêtes de me dire des trucs alors que t'en sais rien, tu sais pas plus que moi. Genre c'est fou. C'était vraiment un truc d'intimidation en fait, pour me mettre de côté et parce que je suis la meuf. Et encore une fois, je pense pas que c'est des grands génies du mal, ces mecs-là, hein. Je pense qu'ils sont tellement élevés dans une société patriarcale qu'ils remettent pas en question, qu'ils se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Sans vouloir les excuser non plus. Mais honnêtement, je pense qu'ils font même pas exprès. C'est dingue. Donc voilà, encore une fois, j'ai des milliers d'anecdotes. Je vous raconterai au fur et à mesure des épisodes. Alors, aujourd'hui, je fais la part des choses. Aujourd'hui, je dis non. J'ose dire non. Mais putain, c'est fou comment, quand on t'éduque à ne pas dire non, et tu sais pas dire non. Pareil, moi, une des questions qui me revenait beaucoup dans la tête, c'était comment je vais m'habiller. Parce que quand t'es sur un tournage ou un truc de concert ou bref, un événement, et qu'on te reluque toute la journée, t'as l'impression d'être indécente, t'as l'impression de... Voilà, t'as toujours peur. À mon avis, c'est un peu comme ça dans tout le monde du travail en général, mais comment je vais m'habiller? Est-ce que du coup, je mets des trucs super amples pour qu'on me regarde pas? Est-ce que je m'habille normal? Moi, mon style de base, si vous me connaissez pas, c'est un crop top avec un super gros pantalon. C'est vraiment mon style de base et j'essaye de avoir des tenues aussi un peu plus habillées entre guillemets, mais pareil, quand j'ai une tenue habillée, c'est une crop chemise avec un grand pantalon de tailleur, mais un peu grand. J'aime bien les trucs grands. C'est mon style. Est-ce qu'on va pas me relooker? Est-ce qu'on va pas dire que je suis une salope? J'en sais rien. Ça, c'est dans la société en général, mais il faut se dire que tout ce qui nous arrive déjà dans la société en général,
c'est exacerbé ensuite dans notre métier, plus les trucs spécifiques au métier. Donc, le patriarcat, c'est du ressenti tout le temps. Je me suis beaucoup posé de questions. Au tout début, je mettais des trucs vraiment, je me masculinisais de ouf parce que j'avais besoin qu'on me regarde comme un homme. J'avais besoin qu'on me considère comme un mec, donc je mettais mes maxi cargo, je mettais des maxi t-shirts, je marchais de façon hyper masculine et j'essayais d'être pas moi-même parce que moi-même on m'écoutait pas. Et à un moment, j'ai compris que c'était pas ça qu'il fallait faire et je suis redevenue moi-même et à un moment je me suis dit Louise, tu vas t'assumer comme tu es. Et aujourd'hui, je vais en concert avec des crop tops, je vais en concert avec mes meilleures tenues. Qu'on me regarde ou pas, je vous emmerde. Décidez d'être moi-même. Et plus on s'affirme et plus on est nous-mêmes, plus ça laisse aussi l'espace aux autres meufs de pouvoir s'affirmer et d'être elles-mêmes. Je pense que chaque personne peut être un exemple ou une inspiration et tout. En toute modestie, hein, en mode, je pense pas être un modèle du tout, mais un modèle en fait, ça peut être ta voisine. Moi, à chaque fois que je vois une meuf dans la rue le soir, et je me dis putain c'est trop bien, je veux continuer à marcher dans la rue le soir. Prenez de l'espace, venez, on n'a pas peur, venez on continue, même si c'est compliqué je sais, mais quand vous pouvez faites-le parce que ça aide aussi les autres et ça fait du bien à tout le monde. Prenez votre place, c'est pas la place de quelqu'un d'autre, en plus c'est la vôtre, vous méritez autant que quelqu'un d'autre. Pour conclure cet épisode, là je vous ai donné plein d'anecdotes sur mon lycée, plein d'anecdotes sur ma fac, sur l'asso, sur ensuite le monde du travail. Je voulais conclure en vous disant que pour moi, il y a deux problèmes en fait dans le patriarcat, dans le monde audiovisuel, c'est comment les autres te voient, donc comme une petite meuf fragile, et comment toi tu te vois, donc comme une petite meuf fragile. Et ces deux penchants, ils sont hyper importants à comprendre pour pouvoir ensuite un petit peu essayer de les dépasser comme on peut au fur et à mesure. En fait, il y a des choses, on pourra rien y faire. Comment les autres te voient, tu peux pas influer là-dessus parce que c'est très personnel aux autres. Comment les prods recrutent, comment les clients recrutent, à qui ils vont faire confiance, donc beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, parce que historiquement, c'est comme ça. On a l'impression qu'un mec, c'est plus intelligent qu'une meuf, qu'un mec, il sait mieux faire son travail qu'une meuf. On a tellement été ancrés là-dedans dans nos sociétés que c'est comme ça. Les gens, ils vont plus faire confiance à un mec qu'à une meuf. Donc, souvent, dans le monde du ciné, sauf si t'as de la chance, ou de la photo, les meufs, elles vont travailler 2 fois plus pour arriver au même point. Malheureusement, dans cette société-là. Et on essaye de dépasser ça, on essaye de... Ça va changer, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas fataliste, ça va changer, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça, il faut que ça change. Et il y a aussi, du coup, la deuxième partie, c'est comment toi, tu te vois. Donc, comme une petite meuf fragile, comme on dit ça. Moi, j'aime bien dire ça, mais c'est dans le sens... On a été élevés, tous, par des carcans sexistes et des représentations discriminatoires. Quand on va parler à une meuf, on va pas lui parler pareil qu'un mec, et ça, on s'en rendra même pas compte. Et quand la personne va nous parler de son travail, on va pas le réceptionner pareil, et ça, on s'en rendra même pas compte. Mais aussi, dans l'autre sens, quand nous, on va parler de notre travail, si on est un mec ou une meuf, ça ne sera pas pareil, et on s'en rendra même pas compte. Moi, c'est un petit peu la partie où je me suis rendu compte que la partie 1, comment les autres me voient, je pouvais influer dessus, mais ce serait du travail à très long terme, militant, et c'est ce que j'essaie de faire, du travail militant sur changer nos institutions, changer nos jurys, changer nos façons de représenter les choses, mettre plus de meufs et avoir plus de diversité dans nos réalisateurs, réalisatrices, scénaristes, etc. Pour que ensuite les représentations changent, parce que du coup, si c'est des personnes différentes qui écrivent les histoires, elles seront écrites différemment, elles seront filmées différemment, et les représentations changeront, et on arrivera à des représentations plus égalitaires, même pour les mecs, hein, du coup, on aura différentes représentations de la masculinité aussi. Donc, tout le monde y gagnera. Toute la partie 1, c'est un combat militant qu'il faut faire, je pense, au sein de notre travail, mais aussi quand on combat le patriarcat en général. Du coup, on combat le patriarcat aussi au sein de tous ces domaines-là, quoi. Donc voilà, ça c'est un travail de fond de militantisme féministe. Par contre, comment moi je me vois et comment moi je me comporte, ça je peux travailler dessus au quotidien. Mon militantisme féministe, je le fais tout le temps aussi. Enfin, je milite pour le féminisme, mais c'est plus loin dans ma portée que ce que je peux faire sur moi-même. Quand je m'en suis rendu compte, ça m'a donné beaucoup de force parce que je me suis rendu compte que du coup, comment moi je me vois, c'était la moitié aussi du travail. C'est comme ça en tout cas que je me l'imagine. C'est la moitié de comment sortir de tout cet environnement sexiste dans lequel je suis baignée au quotidien. Parce que à partir du moment où tu laisses pas les gens te marcher dessus,
à partir du moment où tu laisses pas les gens te traiter d'une mauvaise façon, et à partir du moment où tu conquéris ta place, c'est complètement différent. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur moi-même ? Moi, par exemple, ça a été beaucoup d'introspection. Moi, je suis un enfant très timide. Je suis un enfant très triste. J'ai aucune confiance en moi. J'ai l'impression de tout devoir aux autres et de toujours devoir tout faire pour les autres. Et j'aime ça aussi. J'aime prendre soin des autres. Mais je déteste prendre soin de moi. J'ai pas confiance en moi. Et je laisse pas les gens m'aider. Je veux aider tout le monde et je veux pas qu'on m'aide. Du coup, je pose aucune limite. Et c'est ça qui a un peu vraiment impacté ma vie dans le sens négatif toute ma vie, en fait. Et du coup, j'ai décidé de travailler là-dessus. J'ai travaillé là-dessus de plein de façons. Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, ma mère m'a payé un psy pendant 2 ans, là. Et ça a changé ma vie, en vrai. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a aussi, du coup, moi, le féminisme, ça a sauvé ma vie, hein. Que ce soit dans mes relations amoureuses, dans mon expression de genre, dans comment je me vois dans la société où je me place. Et même aujourd'hui, tous les droits que j'ai en tant que femme, c'est grâce au féminisme. M'intéresser au féminisme et lire là-dessus et écouter là-dessus des choses. Par exemple, si vous aimez pas lire, vous avez de la poudre, le podcast de Lorraine Bastide, qui est hyper intéressant. Il y a aussi Les couilles sur la table. Moi, il y a plein de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, mais ça m'a beaucoup formé aussi à juste réfléchir. Ça m'a vraiment déconstruit. En fait, le féminisme, c'est aussi une sorte de développement personnel, parce qu'on réfléchit sur notre position, sur nos propres comportements, sur comment on se voit. Et ça, c'est très important. Là, vous avez peut-être l'impression que je pars loin, mais en fait, surtout quand on crée une entreprise, parce qu'on est vraiment tout seul et confronté à nous-mêmes, c'est là où tu te rends compte de toutes tes problématiques psychologiques et comment tu vas devoir les combattre. Moi, j'appelle ça une sorte de grosse barrière mentale. Je me mets tout le temps des frontières que j'arrive pas à dépasser, et du coup, je me pose la question de comment les dépasser. Par exemple, moi, à la fac, j'ai été traumatisée de pas réussir à parler de mes projets et de réussir à les vendre. Quand j'ai créé mon entreprise, c'était encore pire. Comment tu veux que les clients ils aient confiance en ton travail si toi t'as pas confiance en ton travail ? Comment tu veux que des clients ils viennent te voir et ils te fassent confiance quand tu te vends super mal, quand tu parles de ton travail comme si c'était de la merde ? Bah non, mais moi j'ai pas envie d'acheter non plus en fait. Et jamais en fait tu pourras vendre un truc si t'en as pas 100% confiance en ton produit, si toi-même t'es pas 100% fier de ce que tu fais et tout. Donc faut pas attendre que les gens ils viennent t'offrir du travail, en auto-entreprise, malheureusement. Hein. Moi, je suis pas dans une logique capitaliste, j'aimerais pouvoir vivre de mon art sans devoir me saigner pour, voilà, sans rentrer dans des logiques capitalistes comme ça. Moi, je veux que, même dans une société de merde, les meufs, elles s'en sortent parce qu'elles le méritent. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur, tous ces trucs-là dont on parle tout le temps, c'est pourquoi je me sens pas légitime ? Pourquoi je suis moins légitime que quelqu'un d'autre ? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas mériter ? C'est aussi parce qu'on a personne qui nous montre qu'on a le droit d'être là. On a personne qui nous montre que c'est normal qu'on soit là et qu'on le mérite et que on est légitime d'y être. Moi, je suis entourée de meufs trop badass et incroyables qui sont trop chauds dans leur domaine. Genre, je vais pas donner de nom, mais une meuf qui fait de la physique et qui a majoré sa promo et qui a encore l'impression d'être la plus conne de sa fac, alors que et de pas mériter ce qui lui arrive, alors qu'elle a majoré sa promo de super loin et qu'elle est trop forte. Prenons confiance en ce qu'on fait, quoi. Et prenons confiance en nous. Moi, j'ai l'impression que quand je prends confiance, je me la pète. Alors que non, quand je prends confiance, je dis, là, ce que j'ai fait, c'est bien. Il y a plein de trucs que je fais pas bien, mais il faut que je reconnaisse quand je fais des trucs bien. Il faut que j'accepte les compliments. Il faut que j'accepte de montrer aussi ce que je fais. Et je prends pas la place de quelqu'un d'autre. Parce que quand quelqu'un d'autre me montre un truc, je l'écoute. Quand quelqu'un d'autre me montre un truc, je le félicite. Ou alors, je lui fais des retours s'il me les demande. Mais pour être dans une logique, un peu logique, justement, il faut que je prenne la mienne aussi. Sinon, je peux pas dire aux gens, ah bah, prends confiance en toi, c'est trop stylé ce que tu fais si moi je le fais pas. Il y avait aussi une dissonance cognitive un peu à ce moment-là. C'était que je disais à toutes les meufs qui m'entouraient, t'es trop stylé, prends confiance en toi et tout, mais moi je le faisais pas parce que j'avais l'impression que ça allait faire que je suis une michto, que je me la pète. Parce que c'est ça aussi, hein, les meufs qui prennent leur place directement, c'est des michtos, quoi. Moi, j'ai l'impression toute ma life d'être une michto, alors que j'ai jamais michetonné personne. Et aussi, petit tips pour dépasser ces barrières, c'est que pour moi, la peur, c'est un peu un muscle. Quand je vais dire ça, disclaimer, je dis pas que c'est facile et je dis pas que tout le monde peut le faire et j'ai conscience des problématiques
que ce soit psychologique ou du... Moi, je suis pas du tout du principe, quand on veut, on peut. Je trouve que c'est quelque chose qui marche totalement sur tous les principes de reproduction sociale et tout. Enfin, en fait, pour moi, la vie, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Et encore une fois, je reconnais mes privilèges et je sais que j'ai eu la chance d'être dans un environnement aussi qui m'aide là-dessus. Et voilà. Moi, j'étais quelqu'un de très très peureux. Hein. Genre, j'avais pas d'amis, j'étais très timide. Je pouvais même pas, quand j'étais adolescente, enfin au collège, je pouvais pas aller acheter du pain. Ça m'effrayait. Donc je viens quand même de loin. Mais petit à petit, en fait, je me suis forcée à faire des trucs qui me faisaient peur. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris à casser mes barrières mentales. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de barrières mentales, mais je sais qu'un jour, j'arriverai à les dépasser. Parce que je l'ai déjà fait avant. Et en fait, on manque de preuves au début. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont hyper compliquées et hyper lointaines et qu'on pourra jamais les atteindre ou les éclater parce que justement, on l'a jamais fait avant. Ou on se sent pas capable de le faire. Mais il faut commencer petit en fait. Prenez une petite peur et essayez de la surmonter. Et du coup, vous aurez une petite preuve que vous avez réussi à surmonter cette peur-là. Et en fait, les barrières mentales, c'est comme ça que moi, j'essaye de les repousser au fur et à mesure que je grandis. C'est que déjà, je suis très impatiente comme personne. Et je suis très anxieuse, stressée, et je suis hyper active, et j'ai besoin que les choses soient faites. Et du coup, rester dans des barrières mentales, j'arrivais plus, en fait, parce que ça m'oppressait, mais à un point... Du coup, c'était un peu vital. C'était un peu de la survie que d'essayer de surmonter mes barrières. Et du coup, j'ai un peu appris en me forçant à le faire, et ça m'a beaucoup aidée. Par exemple, imaginons, j'ai peur de faire de la photo portrait, je me sens pas capable et tout. Et bah du coup je vais prendre un jour où je suis un peu motivée, je vais appeler quelqu'un, lui dire tiens on se donne rendez-vous et je te prends en photo. Mais comme ça je suis obligée parce qu'il y a un regard extérieur. Ce qui m'aidait aussi c'était de faire des stories Insta où je racontais ma life et je disais je vais faire ça dans 2 mois et du coup j'avais l'impression d'être un peu obligée de le faire. Et prendre des témoins comme ça c'est pas mal. Vous pouvez le faire aussi auprès de vos potes. Il y avait plein de choses qui m'effrayaient et encore aujourd'hui. Mais du coup, à chaque fois qu'il y a un truc qui m'effraie, je m'oblige à le faire. Genre, je voulais faire un podcast depuis longtemps, ou en tout cas une émission où on parle de trucs ou je sais pas quoi. J'avais trop peur. Bah, tu sais quoi, j'ai dépensé 140 balles dans des micros. T'inquiète, j'en ai enregistré les podcasts après. Ou alors, j'avais peur de faire de la photo de concert, je savais pas comment ça marchait et tout. J'ai envoyé des mails au hasard. J'ai dit, moi j'aimerais faire ça, quelqu'un veut bien et tout. Et du coup, on m'a répondu un jour. Et on m'a dit, viens faire des photos. Et je suis venue faire des photos. Et j'ai eu très peur. Mais ça s'est bien passé. Et après, la fois d'après, c'était plus facile. Et aujourd'hui, tu m'envoies n'importe où en concert, j'en ai tellement fait, dans des festoches ou des trucs où je connais personne, mais je suis à l'aise. Moi, je vais parler à tout le monde. Et justement aussi, soyez le plus vous-même possible et ne vous excusez pas d'être là. Apprenez que c'est normal que vous soyez là, autant que les autres. Et du coup, plus vous êtes à l'aise avec votre position, c'est aussi quelque chose de corporel et un peu d'aura, c'est que plus vous êtes à l'aise avec vous, plus vous êtes chill, plus vous êtes en mode c'est ok que je sois là, c'est normal. Moi, les autres, ils vont avoir l'espace de se poser la question, en fait. Tout ça, ça veut pas dire que c'est votre faute. Je veux vraiment pas dire ça, au contraire. Ce sera jamais de votre faute. Et vous y êtes pour rien. Enfin, vraiment. Par contre, moi, je vais vous donner des tips pour ne plus vous laisser atteindre par tout ça. Et on sera toujours atteinte. Et ça veut pas dire qu'il m'arrivera jamais rien et que demain, j'arriverai à m'en sortir dans la photo parce que j'ai pris confiance et que truc, encore une fois, c'est pas de votre faute et ça le sera jamais. Et le monde, il est injuste et machin. Mais moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe et j'ai envie qu'on trouve toutes les petites options, tous les petits trucs qui font que peut-être, à un moment, on pourra prendre plus de place que ce qu'on a, même si le monde, il prend du temps à changer. Et c'est aussi comme ça que le monde, il va changer d'ailleurs. C'est que plus on a de meufs un peu inspirantes, un peu badass autour de nous, qui sont ok avec leur position et qui sont bien dedans, plus ça changera. Et encore une fois, c'est pareil pour les personnes racisées, c'est pareil pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil pour les personnes LGBT, etc., etc. C'est prenons notre place. Et voilà, et je pense qu'il y a encore plein de choses à changer, mais ce que je veux dire, c'est que les choses sur lesquelles on peut influer, venez, on les prend et on influe dessus. En tout cas, mon message, c'est juste de dire force à vous les go. Je vous comprends, c'est pas facile. Et les mecs, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui sont adorables aussi, voilà. Mais c'est aussi vous, rendez-vous compte. Et écoutez des témoignages de comme ça. Vous pouvez même peut-être demander à vos amis comment elles se sentent, comment faire en sorte qu'elles se sentent mieux dans le monde du ciné si vous avez des amis qui taffent avec vous. C'est aussi faire attention à la formation de vos équipes, à voir est-ce que vous avez plus de mecs que de meufs, pourquoi. Et du coup, à peut-être aider aussi à ça, enfin poser des questions, savoir comment vous pouvez être un allié à ça.
Je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui sont ouvertes à la discussion là-dessus. Quand c'est vos potes et tout, voilà, faut juste trouver la bonne façon d'en parler, le bon contexte et tout, mais franchement, n'hésitez pas parce que il y a beaucoup de choses à changer et les meufs, elles pourront pas le changer toutes seules. Et aussi, d'ailleurs, parlez à votre pote mec. Putain, mais parlez entre vous, quoi. Et dites-vous les choses à faire, les choses à pas faire. Et je comprends aussi que ce soit pas évident quand tu le vis pas parce que tu sais pas ce que c'est, tu sais pas où est la limite, tu sais pas où. Mais du coup, écoutez. Et c'est trop bien que si vous m'écoutez jusqu'ici, c'est adorable. Vous êtes des gens cool. Et on va peut-être essayer de pouvoir faire des choses ensemble. Ma conclusion à ça, c'est du coup, force à vous. Vraiment, c'est pas facile, mais on va y arriver. Moi, j'ai encore un long chemin à faire encore sur la confiance envers mon travail, etc. Mais je m'en sors et je sens que ça évolue. Je veux vous dire aussi que tout n'est pas fataliste et que on n'est pas obligé de... Enfin, on sera pas bloqué forcément toute notre vie dans nos problématiques. Ça change. Moi, il y a des problématiques que j'avais avant qui m'impactent plus du tout aujourd'hui. Mais genre, plus du tout. Sachez que les choses changent. Donc, gardez espoir et entourez-vous de bonnes personnes tant que vous le pouvez. C'est pas toujours facile. Il y a des environnements qu'on peut quitter plus facilement que d'autres, etc. Mais au maximum, entourez-vous de bonnes personnes et n'ayez jamais peur d'ouvrir votre bouche. Souvent, ça se passe beaucoup mieux qu'on pense. Dernier truc. J'ai reçu un message il y a pas très longtemps. J'en parle, c'est pas grave. Je pense pas que la personne écoute ce podcast et si elle écoute, c'est très bien. J'ai reçu un message d'un photographe quand j'avais fait un sondage Insta sur la représentation des femmes en photo, un truc comme ça, qui me répondait à ma story et qui me disait je comprends pas pourquoi tu parles de femmes photographes et j'en ai un peu marre de voir des TikTok, des stories ou des histoires de femmes qui disent le mot femme photographe et pas juste photographe. Parce que moi, j'ai l'impression que ça perpétue les critères de genre et que ça m'énerve de voir que, en gros, les femmes utilisent ça pour vendre, pour se démarquer et tout. Ça, c'est sexiste. Du coup, je lui ai répondu. Je lui ai fait des vocaux. La personne a screené mes vocaux et a répondu compliqué avec un smiley mort de rire et n'a jamais ouvert mes vocaux. En mode, c'est trop long, tu parles trop, je vais pas t'écouter, quoi. Alors qu'il m'avait envoyé 15 messages, 15 pavés, et en plus qui me trigger parce que je suis une femme. Et moi, j'étais en mode, je vais répondre, je vais prendre le temps de lui expliquer. Donc, je vais faire des vocaux, ça va être un peu long. Mais moi, je suis vraiment pas dans une position agressive. Je suis pour la pédagogie quand les gens n'ont pas l'air trop agressifs non plus. Je suis agressive parfois, quand il le faut. Mais les 3 quarts du temps, j'essaye d'être dans la pédagogie. Et je comprends ceux qui ne sont pas dedans et tout, mais bref. J'ai expliqué de façon très cordiale pourquoi on disait femme photographe, pourquoi on avait besoin de montrer aussi les discriminations et en quoi, du coup, c'est un peu ce que je vous ai raconté tout au long du podcast, dire femme photographe, c'est aussi juste montrer les discriminations de genre que subissent les femmes photographes au quotidien. Parce que oui, être une femme photographe, c'est complètement différent, mais complètement, que d'être un homme photographe. Il y a beaucoup plus de questions qu'on se pose, il y a beaucoup plus de barrières qu'on nous met et qu'on se met, et qui font que c'est beaucoup plus difficile de réussir quand t'es une femme que quand t'es un homme. Dans le monde de la photo ou dans le monde du cinéma. Qu'on le veuille ou non. Ça veut pas dire que tu mérites pas, mais juste, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, dire femme photographe, c'est aussi pour montrer. C'est aussi pour montrer que, en fait, regardez les meufs, on est là. Et là, par exemple, il parlait d'un TikTok où la meuf, elle avait dit être une femme en photo dans le rap, et elle montrait ses photos de rap. Et il disait, je comprends pas pourquoi, du coup, elle parle pas des discriminations qu'elle subit après et tout, et juste pourquoi elle continue, elle montre juste ses photos de rap, enfin, tu vois. Et moi, j'étais en mode, parce qu'en fait, il y a pas beaucoup de femmes en photo dans le rap. Et du coup, moi, qui veux faire de la photo aussi dans le monde de la musique, et qui en fait beaucoup, je suis heureuse quand je vois une femme photographe. Ça me donne de l'espoir et je me dis que moi aussi je peux y arriver. Bref, je lui fais des vocaux pour répondre à ça et il me screen mes vocaux comme je vous ai dit et il répond compliqué. Donc le mec répond à ma story qui portait un message féministe pour me répondre un truc sexiste. Je le prends pas mal, je prends le temps de lui expliquer et il prend même pas la peine de m'écouter et il se moque, il dit compliqué MDR. Comme si c'était ok de pas m'écouter et de juste répondre compliqué MDR. C'est pas ok en fait. Être une femme, ça veut dire qu'on va pas t'écouter.
Être une femme, ça veut dire qu'on va se foutre de ta gueule, en fait, juste qu'on va te prendre pour une hystérique ou pour une meuf qui parle trop ou pour... Et c'est pas normal, en fait. Est-ce qu'un autre être humain, tu lui dirais en face, par exemple, il te répond, il prend le temps de t'expliquer en plus des trucs qui sont difficiles pour lui parce que il le subit au quotidien, et tu lui réponds flemme de t'écouter, quoi. Bah non, ça s'appelle du respect. Pour conclure, c'est pour ça qu'on parle de femme photographe et du fait d'être une femme dans la photo, c'est qu'il faut mettre en lumière ces problématiques-là. Je voulais vous envoyer de la force et de l'espoir parce qu'on va y arriver, on va changer les choses. Les choses, elles évoluent, n'oubliez pas. Gardez espoir, vous allez trop y arriver, vous êtes trop stylés. Et je vous envoie plein de force et plein d'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. En attendant, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et plein de belles choses à vous. À bientôt!